Jacques Vendroux, quelle est votre définition de la radio? La définition de la radio, je crois qu'elle est très simple, c'est-à-dire la passion, l'émotion. La radio, c'est le moyen plus simple de communiquer avec un autre. D'un mot, la vérité. Vrai. On ne triche pas, je crois, avec la voix et avec le verbe. C'est le médium le plus friendly, le plus mobile, le plus direct et le plus agréable. Et aussi un des moins coûteux. La radio est un moyen de communiquer qui est extraordinaire parce qu'on s'adresse évidemment à beaucoup d'auditeurs ici dans le groupe Radio France et notamment à France Inter. Et je crois qu'il faut faire comprendre aux auditeurs qu'on les aime, qu'on les comprend et qu'on essaye de leur transmettre leur passion. Je parle en règle générale. Après, pour le journaliste sportif, c'est encore un peu différent. C'est un processus extrêmement adroit car la radio laisse totalement libre l'imagination de celui qui reçoit le message qu'on lui envoie. Et donc, c'est beaucoup plus riche sur le plan de la consommation que la télévision qui vous donne tout, c'est-à-dire à la fois le son et l'image. Donc, vous n'avez plus rien à imaginer. Alors qu'avec l'image, c'est plus périlleux, c'est plus subtil dans la mesure où pendant qu'on regarde, on écoute moins bien. Autour de l'image, il y a un cadre. Autour de la radio, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que nous sommes là pour faire rêver, je veux dire, des auditeurs qui aiment le rugby, qui aiment le football. Donc, il faut essayer de transmettre quelque chose de chaleureux, quelque chose de positif et surtout quelque chose qui leur permet de rêver en écoutant la radio. Donc la radio est un support beaucoup plus intelligent que la télévision. Parce que la différence qu'il y a entre la radio et la télévision, c'est qu'un commentaire de télévision, quel que soit son talent, peut se permettre de ne pas parler pendant 20 ou 30 secondes. Il a l'image, en tous les cas, qui peut le sauver, entre guillemets. Il y a des mots, il y a des voix, il y a ceux qui les prononcent, il y a des silences. Vous savez ce qu'on disait de Mozart, hein. Le silence qui suit, c'est encore de la musique. Eh bien, à la radio, les silences, c'est encore du verbe, c'est encore du sens. Et pour moi, le verbe, c'est le sens suprême. Pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique? Waouh! Ma première expérience radiophonique, oui, c'était un match à Reims, où le chef du service des sports de l'époque me demande d'aller commenter un match entre Reims et Ajaccio. Et je vais à Reims avec toute l'histoire du stade de Reims, qui a été une des plus grandes équipes des années 50-60. Ma première radio, c'est à l'âge de 18 ans que je l'ai conçue et réalisée avec Étienne Biry, qui était un comédien célèbre qui tenait le théâtre de Poche à Paris. Et ça s'appelait Le Bonheur est pour demain, tout simplement. À l'époque, on était tout de suite après la guerre, et donc assez logique d'avoir des émissions optimistes. Et donc, c'était une émission qui était faite de chansons, de sketchs, de différents éléments avec des comédiens et des chanteurs. Voilà. C'était comme assistant du directeur des programmes qui n'en avait pas le titre de Radio Monte-Carlo, qui s'appelait Christian Geldreich, que j'avais rencontré parce qu'il avait un magasin de disques d'importation à Nice. Voilà. Et je suis devenu son associé dans son magasin de disques et son assistant pour la radio. Toute première expérience radiophonique, je l'ai vécue à Europe 1, au studio qui s'appelait Carré Bleu, en compagnie de Jacques Paoli. Et il avait comme ça autour de lui une bande de jeunes, on ne peut même pas dire stagiaires parce qu'on n'était pas payé du tout. Donc je vais au stade Auguste Delaune, je suis comme un gamin, je suis très ému et je suis tellement peu sûr de moi que je demande à mon père de m'emmener pour qu'il me rassure. Et comme mon père adorait le football, eh bien, il m'a donné quelques renseignements, détends-toi, essaye de parler simplement, essaye de donner un maximum d'informations dans un minimum de temps, parce qu'il était passionné par la radio. J'étais technicien, et je n'avais d'ailleurs pas le droit de faire d'émission, car à l'époque, un technicien ne pouvait pas être un producteur. Mais j'avais la chance d'avoir un père qui s'appelait Pierre Bellemare comme moi. C'est donc mon père qui signait tout ce qui était auteur, et moi, je réalisais la technique. Je devais avoir 15 ou 16 ans à tout casser, donc tout était à la fois formidable et je ne réalisais pas vraiment autre chose que le plaisir de choisir les morceaux de Jimi Hendrix
voilà, ou de Led Zeppelin qui faisait diffuser par Pierre Lescure, qui à l'époque n'aimait pas Jimi Hendrix. Pierre Bellemare, comment en êtes-vous venu à passer de l'autre côté de la table de mixage? Ça a été très long. J'ai été 7 ans derrière les vitres. Alors d'abord, prise de son, enregistrement, et puis ensuite, j'ai commencé à faire de la réalisation, la mise en onde. Et puis un beau jour, comme ça, par hasard, vous passez de l'autre côté de la vitre parce que il manque un comédien dans un sketch, il manque une voix pour faire quelque chose, bon, peu importe. C'est totalement accidentel la première fois que je suis passé de l'autre côté de la vitre. Ça a été, je crois que dans les années 68-69, c'est un déplacement à Reims pour un match de championnat entre Reims et l'équipe de Bastia, et l'équipe d'Ajaccio, pardon. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le multiplex, il n'y avait pas encore tous ces moyens de communication. On faisait que les flashs, c'est-à-dire le match avait lieu à 20h30. On faisait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le flash de 21h, 22h et 23h. C'était mon premier contact. Mais je peux vous dire que j'avais peur et je peux vous dire que je ne la ramenais pas. Dans cette émission qui était l'après-midi, avec plein d'invités, des petites tables rondes, je les vois encore, des micros au milieu, des chanteurs, des couturiers, il y avait toutes sortes d'invités. Et j'ai posé ma première question en direct, derrière un micro à quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, Stone et Chardin, ou je ne sais plus, ou le groupe Il était une fois, enfin bref. Et j'avais un trac de me dire que ma voix était passée comme ça à travers les ondes et était entrée dans plein de postes radio et donc plein d'intérieurs de maisons. Et ça m'a fait un choc. Voilà, ça m'a fait peur. Comment vous est venue l'idée de nous proposer vos histoires insolites à la radio? C'est une idée que nous avons eue avec Jacques-Antoine il y a très très longtemps, puisque c'était au départ pour Radio Luxembourg. Europe 1 n'existait pas encore. Et dans tout début des années 50, nous avons fait le dimanche soir, la télévision était inexistante, une émission qui a un énorme succès qui s'appelait Histoire vraie, où on racontait une histoire. Et celui qui m'a donné envie de faire de la radio, c'est d'abord Roland Dordain, qui était l'un des grands patrons de la radio à l'époque, et surtout Jérôme Bellet, qui a été un grand patron de presse, et qui, pendant mon service militaire, m'a fait découvrir la radio par l'intermédiaire de RFO Guyane, parce que j'ai fait mon service en Guyane. Et c'est au retour, j'ai été voir Raymond Marciac, qui était le patron des sports, et je lui dis, Raymond, moi je voudrais aller faire de la radio. Et j'ai rencontré Roland Dordain, qui m'a accueilli ici à France Inter. Donc c'était Christian Geldrech, Jean-Michel Desjeunes, Pierre Lescure, parce que c'est quand j'étais gamin, c'est eux qui m'ont appris le métier. Mais après, c'est Yves Abraham qui m'a appris à faire du montage à Europe 1 quand j'avais 18 ans et que j'étais son assistant. Après, j'étais devenu le roi du ciseau, du collant et de la bande 38 et 19, pour ceux qui connaissent la radio. Je crois que c'est Gérard Manset qui m'appelle dans un de ses livres, le magicien de Agfa Gewart, qui était le nom de la bande magnétique. Et alors, l'originalité, c'était qu'il n'y avait pas de mise en onde, c'est-à-dire pas de musique, rien n'intervenait dans l'histoire, c'était la voix du compteur, point. Et ça, c'était une idée de Jacques-Antoine, qui a été un révolutionnaire dans son genre à l'époque, et qui a fait la radio moderne, en quelque sorte. Elle lui doit toute sa modernité, la radio, et notamment, vous savez qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas une station de radio sans ouvrir un standard téléphonique. Or, la première émission dans laquelle nous avons utilisé le téléphone pour nous adresser aux auditeurs, c'était Vous êtes formidable, 1955, et c'était sur Europe 1. Ma plus belle expérience de radio, c'était une expérience sous forme de feuilleton. Non, alors je vais vous dire, le pire truc qui me soit jamais arrivé à la radio, ça je peux vous le dire, c'est d'avoir la tourista quand je présentais des multiplex de football. Parce que ça, c'est ingérable. Eh bien écoutez, je prendrai un événement justement qui est un peu décalé, parce que nous avions arrêté Vous êtes formidable, et puis il y a eu le drame de la Moco Cadix, c'est-à-dire un pétrolier qui s'est écrasé sur les côtes bretonnes, polluant toute la côte. Vous savez, ma carrière, elle est souvent liée aux bons résultats d'une équipe de football française. J'étais à Radio France Vaucluse à l'époque, aujourd'hui France Bleu Vaucluse, et un groupe de techniciens de chez Renault Cléon était venu avec un Sorgonaute, une sorte de petit bathyscaphe téléguidé, pour essayer de sonder le fond de la fontaine de Vaucluse, et une résurgence dont on avait déjà testé moins 400, moins 500, moins 600 mètres, je ne sais plus.
Et ce jour-là, j'ai appelé France Inter en leur disant, écoutez, moi j'ai une belle histoire à vous vendre, comme on dit dans le métier. J'ai eu Denis Astagno à l'époque, qui faisait les flashs toute la journée du dimanche. J'étais obligé de faire envoyer les pubs, fermés par Marc Fréjean, qui était mon réalisateur, faire fermer les micros des 10 envoyés spéciaux sur les différents stades de France, alors qu'on était censé donner des buts même pendant les pubs, pour avoir le temps de courir jusqu'aux toilettes et revenir après. Ça, c'est le truc le plus épouvantable que j'ai eu à vivre à la radio. Donc c'est un souvenir marquant parce que ça revient parfois dans mes cauchemars. Évidemment, j'ai eu la chance de commenter pendant de longues années ce qu'on appelle, nous, affectivement, les vrais Verts de Saint-Étienne, c'est-à-dire l'équipe de Larquet, de Piazza, de Kurkovic, quand ils ont fait leur parcours européen inoubliable, c'est vrai, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors nous avons décidé de rouvrir un Vous êtes formidable uniquement pour réaliser une émission consacrée à cette catastrophe. Et nous avons demandé à toute la France de donner aux camions qui allaient passer dans leur ville des objets nécessaires à nettoyer les plages. Car vous savez qu'on nettoie les plages avec des pelles, des balais, enfin des choses extrêmement simplistes, bien. Mais il en fallait beaucoup. Et Denis m'a dit oui, bon, vas-y, on verra bien. Puis alors là, j'ai vraiment pris ma plume à deux mains. J'ai fait je crois un beau papier. J'ai bien raconté en tout cas l'histoire. Et Denis m'a rappelé en disant oh, je veux ça toutes les heures, tout le dimanche. À partir de Radio France Vaucluse et de la fontaine de Vaucluse, j'ai raconté l'histoire de ce sorgonaute qui n'en finissait plus de descendre jusqu'à... Il y a même eu un final magnifique puisqu'elle a explosé au fond de l'eau. Et que ce soir-là, on n'a toujours pas su où était exactement le fond de la fontaine de Vaucluse. Ça, c'est un beau souvenir. Après, il y a eu le titre de champion d'Europe de 84 avec Michel Platini. Donc nous avons demandé d'abord à des camionneurs de se porter volontaires pour, avec leur camion, remonter jusqu'à Brest, de quelques coins de la France qui partent. Ensuite, ils faisaient un parcours. Sur ce parcours, ils s'arrêtaient aux places de la mairie. Et là, les gens les attendaient et leur donnaient ce qu'ils avaient collecté. Après, il y a eu le titre de champion du monde en 98, le titre de champion d'Europe une nouvelle fois en 2000. Évidemment, quand on est arrivé à Brest, le colonel des pompiers nous a dit « Vous voyez, j'ai trouvé le gymnase tout entier pour vous. Ça va être dur à remplir. » Le lendemain, il était absolument rempli. Ça a débordé. Et nous avons commencé à donner aux camionnettes qui venaient de toutes les municipalités concernées par la catastrophe tout le matériel nécessaire, enfin le matériel dont ils avaient besoin. Et le soir, il n'y avait plus rien dans le gymnase. Tout avait été distribué. Et c'est pour moi l'exemplarité d'une opération qui se fait sans la moindre somme d'argent dépensée, sans la moindre somme d'argent collectée. Et je trouve que c'est toujours, pour moi, les meilleures opérations qu'on puisse faire à la radio comme à la télévision. Moi, je bouffe de la radio et de la télé à longueur de journée parce qu'un bon patron de programme de radio ou de télé, c'est d'abord un bon téléspectateur et un bon auditeur. Donc j'écoute tout et tout le temps. Mais au-delà de tout ça, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, de commander des grands championnats du monde de boxe aux États-Unis. J'ai eu la chance de commenter aussi la boxe à l'époque où il y avait des combats tout à fait exceptionnel sur le plan national au Palais des Sports de la Porte de Versailles, entre Jean-Claude Boutier, Max Cohen, entre Robert Gallois et Marcel Cerdan. C'était des événements à l'époque qui prenaient une importance capitale, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que la boxe a un petit peu baissé sur le plan national et on n'a plus de grands champions qui font des championnats du monde ou des championnats d'Europe, mais ça a été une période magique. Et quand je me trouve derrière un micro de radio, c'est comme si j'étais envahi d'un bonheur soudain et d'une envie soudaine de partager, ce qui est beaucoup plus difficile à faire en télé. Pourtant j'aime bien regarder les gens dans les yeux et leur parler parce que en tant que passeur de choses, d'infos, parfois d'émotions, en tout cas de réflexion aussi, d'analyse, se dire qu'on regarde les gens dans les yeux, c'est bien. Mais leur parler dans l'oreille, pour moi, c'est encore plus intime probablement et c'est plus fort. La radio, de par sa mobilité et de sa fluidité et de ses faibles coûts, a un avenir formidable encore devant elle. Je pense que même le jour de ma mort, durant mon enterrement, la radio ne sera pas absente parce que j'aurais prévu ce qu'il faut.